Ces marins de la marine étaient sur le point de vivre un véritable enfer, tout ça parce qu'ils avaient intercepté un sous-marin mystérieux apparu de nulle part. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre pour l'équipage de l'Orion, un navire de la garde côtière patrouillant à environ 5 km des côtes. C'était une opération de routine, quelque chose qu'ils avaient fait des dizaines de fois. En tant que membres de la garde côtière, leur mission était claire, assurer la sécurité en mer et répondre à toute anomalie. Pour ces hommes et ces femmes, l'océan représentait un danger constant, surtout lorsqu'on y travaille, même en tant que professionnels formés à toutes les situations. Leur grande expérience leur avait appris à le respecter, mais aussi à le craindre. Après tout, l'océan a toujours gardé des secrets, parfois plus sombres qu'on ne peut l'imaginer. Le ciel clair et les eaux calmes pouvaient changer à tout moment. Mais ce n'était pas une tempête qui allait surprendre ces marins. Ce qu'ils allaient découvrir sous cette surface paisible était totalement inattendu. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'un des opérateurs radars remarque une anomalie, un son étrange capté par les ondes sonores, à peine perceptible sur les écrans. Au début, ils ont cru à un simple bug technique, du moins pendant les premières minutes. Mais comme ils se trouvaient déjà près de la zone, ils ont décidé qu'il ne serait pas inutile d'aller vérifier. Alors qu'ils se dirigeaient vers le site, un garde-côte aperçut un objet bleu vif à l'horizon. L'équipage savait qu'il fallait enquêter. À mesure que l'Orion s'approchait, l'objet flottant devenait plus net. D'abord, ils pensaient que ça pouvait être n'importe quoi, des débris, un petit bateau, surtout vu la distance. Mais quelque chose ne collait pas. Sa surface métallique bleue semblait conçue pour se fondre dans l'eau, comme un camouflage. C'était troublant, et cela le rendait difficile à distinguer de son environnement. C'était le genre de design qu'on associe à un navire destiné à des missions sensibles ou secrètes. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'est que le radar avait du mal à le détecter de façon stable. L'objet apparaissait et disparaissait du système, ne laissant que la position de l'Orion clairement visible sur les écrans. C'était comme si l'objet flottant n'existait pas vraiment. Sans aucun marquage, aucune lumière, ni le moindre mouvement visible, l'équipage ne pouvait pas exclure la possibilité d'un danger. Ils ont tenté de l'appeler par radio, mais aucune réponse. Même pas un grésillement. C'était comme si l'objet était sans vie. En s'approchant davantage, de nouveaux détails sont apparus. Le navire était plus grand qu'il n'y paraissait au premier abord. Sa forme allongée, sa surface lisse et ses lignes étranges ne correspondaient à aucun design nautique classique. Finalement, le capitaine donna l'ordre de s'en approcher encore plus pour une inspection. Ils décidèrent de lancer une ligne avec un crochet pour sécuriser l'objet et le remorquer vers l'Orion, une procédure standard dans ce genre de situation. Mais malgré tous leurs efforts coordonnés, l'objet ne bougea pas d'un centimètre. C'est même le contraire qui se produisit. Lorsqu'ils appliquèrent une force, c'est l'Orion qui commença à glisser vers l'objet. C'est là qu'ils comprirent que l'engin était bien plus massif qu'ils ne l'avaient imaginé. Dans ces circonstances, le capitaine décida d'envoyer 2 de ses hommes, Brendan et John, à bord de l'objet pour l'explorer. Équipés de lampes torchées, d'outils et de radios, les 2 gardes-côtes grimpèrent à la surface de l'engin. De près, son design paraissait encore plus étrange. En marchant sur le pont métallique, ils tombèrent sur une trappe située en haut. Avec précaution, Brendan et John l'ouvrirent. Le couvercle produisit un grincement profond qui résonna dans l'air immobile, dévoilant un passage étroit menant à l'intérieur du navire. En éclairant l'intérieur avec leurs lampes, ils aperçurent une échelle rouillée descendant dans une obscurité mécanique. Les 2 hommes échangèrent un regard, puis décidèrent d'entrer. En s'enfonçant dans le navire, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un sous-marin abandonné, froid, oppressant, avec une odeur métallique et un silence inquiétant qui amplifiait chacun de leurs gestes. Les murs en métal étaient couverts de rouille et d'humidité, comme s'il avait été abandonné depuis longtemps. Même si l'extérieur semblait intact, l'air devenait de plus en plus lourd à chaque pas, comme si la pièce était remplie de bien plus que d'atmosphère. Leurs lampes torchées illuminèrent une console centrale qui ressemblait à quelque chose sorti d'un film des années 80, boutons analogiques, leviers, câbles emmêlés. Il y avait des signes que des gens étaient déjà venus ici, mais il était clair qu'ils n'étaient pas morts à bord. Il n'y avait aucun corps, ni aucun indice sur la dernière opération du sous-marin. Soudain, un bruit sec résonna au-dessus d'eux. Brendan et John levèrent brusquement la tête, mais avant qu'ils puissent réagir, la trappe se referma violemment dans un grand fracas. Ils essayèrent immédiatement de contacter l'Orion, mais le signal était complètement coupé. Pendant ce temps, l'équipage du navire était impuissant,
la trappe scellée ayant isolé Brendan et John de leurs compagnons. Puis, le sous-marin se mit à vibrer. Ce n'était pas un mouvement violent, mais une vibration constante qui déstabilisa immédiatement les deux hommes. Ils pouvaient sentir ce qui se passait, et avant même de pouvoir le comprendre pleinement, le vaisseau commença lentement à sombrer sous la surface. C'est à ce moment-là que Brendan et John, piégés à l'intérieur, ressentirent la pression croissante autour d'eux. L'Orion perdit tout contact visuel et radar avec le sous-marin, passant de signaux intermittents à une disparition complète. Les gardes-côtes paniqués à bord du navire ne purent rien faire, si ce n'est regarder impuissants leurs coéquipiers disparaître dans les profondeurs de l'océan, une situation qui les laissa dans la crainte de ne jamais revoir Brendan et John. Mais si la peur à l'extérieur était écrasante, imaginer ce qui se passait à l'intérieur était encore plus terrifiant. Malgré les circonstances, Brendan et John firent de leur mieux pour rester calmes alors qu'ils continuaient à explorer. Ils savaient que le sous-marin coulait, mais d'une manière étrange. Il n'y avait ni fuite d'eau, ni craquement, ni bruit qui aurait pu indiquer une défaillance structurelle. Cette constatation leur apporta un petit soulagement. Alors que Brendan examinait les parois et la console, une pensée soudaine le frappa, ce sous-marin avait été conçu pour échapper à toute détection. C'était une conclusion évidente, comme le fit remarquer son compagnon. Il l'avait remarqué dès le début, bien que Brendan semblait seulement en prendre conscience. En cherchant des réponses, ils arrivèrent devant une porte métallique au bout du couloir. Derrière cette porte, ils pensaient peut-être trouver la clé pour comprendre la véritable fonction du navire, ou peut-être quelque chose de bien plus terrifiant. Les heures passèrent alors que le sous-marin continuait de naviguer sous l'eau. Brendan et John avancèrent à travers les couloirs faiblement éclairés, de plus en plus anxieux. L'air semblait épais et lourd, probablement à cause de l'approvisionnement limité à l'intérieur du navire. En marchant dans les couloirs métalliques et froids, ils se rendirent compte qu'ils tournaient en rond. Réalisant qu'ils n'avançaient pas, ils décidèrent d'inspecter la machinerie, dans l'espoir d'activer quelque chose qui pourrait faire remonter le sous-marin à la surface. La technologie était rudimentaire, des panneaux de contrôle avec des fils exposés, et des compartiments scellés dont la fonction restait obscure. Ils ressentirent à nouveau le sous-marin vibrer dans l'eau, mais cette fois, c'était différent, comme s'il remontait lentement. Cela leur donna un bref moment de soulagement, mais quelque chose ne collait pas. Il n'y avait toujours aucun signe de fuite ou de défaillance, ce qui les rendait nerveux. Des ombres semblaient s'étirer dans les coins, jouant avec leur imagination. Puis, ils tombèrent sur quelque chose qui les fit froncer les sourcils. Un panneau dissimulé, recouvert par la poussière du temps. En le forçant à s'ouvrir avec un grincement, ils découvrirent ce qu'il contenait, du matériel clairement destiné à un usage militaire, bien que dépassé, avec des marquages indiquant qu'il était là depuis bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Mais ce n'était pas tout. À l'arrière du compartiment, ils trouvèrent une grande boîte scellée qui ne semblait pas conçue pour contenir des provisions. Poussés par la curiosité, ils décidèrent de l'ouvrir. Et ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les troubla profondément, des paquets enveloppés dans du plastique noir, marqués de manière à fortement suggérer leur contenu, de la drogue. De grandes quantités de drogue. Cette découverte changea tout ce qu'ils croyaient avoir compris à propos du sous-marin. Ils comprirent alors sa véritable mission, et pourquoi il dérivait, apparemment abandonné. Pendant un instant, ils pensèrent que l'air épais, les vibrations et leur malaise grandissant étaient les conséquences de ce choc émotionnel. Ils supposèrent qu'ils étaient simplement submergés par la révélation. Mais ils ne pouvaient pas avoir plus tort. L'air épais était dû au manque d'oxygène, et les vibrations n'étaient pas seulement ambiantes, c'étaient les derniers instants de la remontée du sous-marin vers la surface. La vibration ressentie dans la coque leur donna l'impression qu'ils allaient enfin échapper à l'écrasante pression de l'eau. Mais leur soulagement fut de courte durée, alors que le sous-marin émergeait des profondeurs. Ils se retrouvent face à un spectacle plus surréaliste que tout ce qu'ils avaient vu jusque-là. Une immense plateforme flottante entourée d'eau de tous côtés se dresse devant eux. Elle ressemble à une plateforme pétrolière en mer. Brendan et John n'ont aucune idée d'où ils ont atterri. Il n'y a aucune terre en vue à des kilomètres à la ronde, ce qui est déjà en soi terrifiant. Mais le détail le plus frappant reste la taille colossale et la présence imposante de cette structure flottante. Envahis par la peur, les deux hommes se cachent rapidement, accroupis derrière la console de contrôle du sous-marin. Ils entendent des hommes ouvrir les trappes et frapper contre l'acier rouillé en montant à bord. Il est évident que ces travailleurs viennent de la plateforme. Rapidement, ils commencent à décharger de lourdes quaies du sous-marin pour les transporter sur la structure flottante. Le travail est régulier et sans précipitation,
ce qui accroît l'anxiété de Brendan et John. Ils sont forcés de rester cachés pendant ce qui leur semble une éternité, observant ces hommes travailler, priant pour ne pas être découverts, espérant que ce navire finira par quitter les lieux. À mesure que les caisses s'entassent au sol, Brendan et John regardent avec une horreur grandissante. La cargaison déchargée n'est pas seulement constituée de provisions ou de matériel, ce sont des tonnes d'argent liquide et de drogue, toutes illégales et liées au crime organisé. Les travailleurs se déplacent calmement, comme si ce qu'ils faisaient faisait simplement partie de leur routine. Mais pour les deux gardes-côtes, c'est un monde totalement étranger et effrayant. Un faux pas pourrait faire de cette scène la dernière chose qu'ils verraient. Tous deux étaient terrifiés. Même s'ils étaient garde-côtes avec une formation militaire, ils n'étaient que deux contre beaucoup, ce qui les plaçait dans une situation dangereuse. Ce n'était pas la peur de l'implosion ou de mourir noyés qui les hantait, mais celle d'être découverts et torturés. Pour aggraver leur sort, leur statut de militaire signifiait qu'ils ne pourraient pas simplement être relâchés avec des menaces. Ils savaient qu'ils seraient tués s'ils étaient capturés. Leur seul espoir était de rester invisibles à tout prix. Pas même le moindre indice de leur présence ne devait être révélé. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était observer depuis l'ombre, priant pour y rester. Une idée les hantait tous les deux, l'envie irrésistible de fuir. Ils savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose qu'ils n'étaient jamais censés voir. Mais la question était, où fuir? Ils étaient coincés au milieu de l'océan. Nager était hors de question. Leur meilleur espoir était d'être patients, d'attendre que les travailleurs chargent le prochain renvoi et de s'éclipser une fois arrivés sur une île. Mais plus important encore, ils avaient des preuves. À mesure que le temps passait, l'urgence grandissait. Devaient-ils fuir et retourner à leur navire pour sauver leur vie? Ou rester et risquer tout pour recueillir des preuves cruciales qui pourraient démanteler cette organisation criminelle? Leurs options étaient limitées. S'ils jouaient bien leurs cartes, la situation pourrait devenir plus gérable. Ils continuèrent à avancer, profitant du fait que tout le monde était concentré sur le déchargement de la cargaison. L'opération était supervisée par un homme élégant, bien habillé, se distinguant du reste des travailleurs. L'endroit était manifestement assez vide. Il était clair qu'il ne servait qu'au transport, et il n'y avait aucun communicateur, signe que ceux qui contrôlaient le sous-marin étaient ailleurs. Avec cette assurance, ils décidèrent d'appeler leur navire et de leur expliquer la situation. Bien sûr, il ne fut pas difficile de localiser la station. Ils savaient qu'il n'y avait pas beaucoup de plateformes pétrolières sous-marines dans la région, et ils savaient exactement laquelle avait été utilisée. Il ne leur restait donc plus qu'à attendre l'arrivée de l'aide. Heureusement, celle-ci n'était pas loin. En quelques minutes, ils virent les trafiquants paniqués. Le navire des gardes-côtes se dirigeait droit vers leur position, semant la confusion. Il ne fallut pas longtemps avant que les trafiquants ordonnent au navire de s'arrêter sous peine de représailles, menaçant d'utiliser des armes. Les trafiquants n'eurent pas d'autre choix que de se rendre, et finalement, les autorités purent les arrêter. Grâce à cela, Brendan et John furent salués comme des héros et rentrèrent chez eux sains et saufs.